Bienvenue dans Maison Mère, le podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion ou toute autre bête dont on se fait suivre ? J'ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer, n'aboient pas. Gérard de Nerval aimait les homards. Il se serait même promené à Paris avec un spécimen en laisse au bout d'un ruban bleu. Et c'est vrai, après tout, pourquoi pas le homard ? Youenn Jezequel a 25 ans. Il est doctorant à l'Université de Bretagne occidentale. Quand on arrive dans son bureau, à Brest, il a soigneusement disposé sur la table une carapace de homard et 4 de langoustes. Il est assis au milieu de toutes ces bêtes qui semblent nous regarder droit dans les yeux. C'est un peu intimidant pour nous, mais pas pour lui. Youenn Jezequel s'est choisi le homard comme animal totem depuis bien longtemps. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec mes parents au bord de la mer, au niveau de la côte de Granit-Rose, à Perros-Guirec, à côté de Plomenac. Donc je descendais quasiment tous les jours dans mes mares, au bas de l'eau, quand j'étais petit pour aller à la pêche. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, la passion pour la mer. Il y avait beaucoup de crevettes, des ormeaux aussi, des petits poissons, du coup forcément les algues. C'était vraiment des petits aquariums pour moi naturalisés, quoi. Comme à Océanopolis, mais en mieux puisque j'étais dedans et je pouvais m'amuser, quoi. Et j'avais la chance qu'il y avait des homards dedans aussi, donc je pouvais les observer aussi et j'avais forcément du mal à les attraper quand j'étais petit, mais je m'amusais pas mal à les observer déjà. C'est un peu comme un char d'assaut avec sa carapace et ses grosses pinces qui est un peu en fait, c'était vraiment l'espèce qui était dominante dans les mares, le chef qui s'appropriait tout l'espace, tout l'endroit. En fait, je m'amusais souvent à les nourrir et à les regarder. Et à chaque fois, il y avait les crevettes et les poissons qui venaient en premier. Et dès que lui sortait du trou pour aller récupérer la nourriture, il y avait tout le monde qui s'écartait et qui laissait passer le roi, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment le roi des crustacés, le homard. Il y en a qui sont passionnés par le rock, de musique, des films, etc. Moi, c'est le homard. C'est comme ça. Je me souviens très bien du premier que j'ai attrapé dans ces mares-là, justement. Et je devais avoir, je sais plus, 9 ou 10 ans. Je l'avais attrapé à l'épuisette dans ces mares-là. Ouais. En fait, j'étais avec un copain qui se reconnaîtra sûrement. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup crié et dansé sur les cailloux tellement on était content de l'avoir attrapé. C'est vrai que c'est quand même une espèce qui est extrêmement agile dans l'eau, dans le milieu marin. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on était super contents d'avoir réussi enfin à attraper un individu, quoi. C'est un animal qui est extrêmement agressif. Même envers ses congénères. En fait, c'est pour ça que typiquement les homards, vous allez trouver un seul homard par trou parce qu'ils se tapent dessus pour effectuer des relations de dominance entre individus. Et les seuls endroits où vous allez trouver 2 homards dans le trou, c'est qu'il y aura un mâle et une femelle pour la reproduction. C'est le seul moment dans la vie du homard où il va être plus ou moins social, entre guillemets, avec les autres individus. Les copains et copines à l'époque n'étaient pas forcément tournés vers la mer, même si on habitait au bord de la mer. Et donc c'était mon moment un peu de solitude où je sais pas, je me suis jamais senti aussi mieux que dans ces endroits où j'étais tout seul, tranquille. Mais c'est vrai que c'est quand même une passion assez solitaire. Du coup, à la sortie du lycée, je prenais mes affaires, je m'habillais tout de suite et je descendais de la maison à pied avec mes affaires et je descendais en bas faire tous mes trous à homards et généralement j'avais quelquefois mes parents qui me rejoignaient pour me surveiller, quoi. Puisque c'est vrai que la chasse sous-marine c'est autorisé qu'à partir de 16 ans.
Et en plus, mes parents voulaient pas que j'y aille avant, donc j'ai dû me contenter de mes mares jusqu'à 15-16 ans. Et après, j'ai pu aller dans l'eau. Et c'est vrai que le passage à l'eau a été un sacré déclic parce que je pouvais observer encore beaucoup plus de choses, encore plus longtemps, parce qu'on peut y aller même à marée haute, n'importe quand. Et c'est vrai que ça a pas mal changé les habitudes. Je pense qu'à cette époque-là, au lycée, je pouvais faire plus de 200 sorties par an sous l'eau, quoi. Mais c'était toujours la chasse sous-marine. J'ai commencé la plongée bouteille très tard, ça m'intéressait beaucoup moins. Quand vous trouvez un homard dans un trou, vous pouvez l'attraper, et certains trous qui sont vraiment très bons, vous pouvez aller le lendemain, vous aurez un nouveau homard dedans. Et c'est vrai que les copains se moquent un peu de moi parce que j'ai une très mauvaise mémoire sur terre pour me repérer. Mais sous l'eau, par contre, sans regarder la mer à l'extérieur ni rien, juste en regardant les cailloux sous l'eau, je suis capable de faire tout mon tour complet sur chacun de mes spots et faire tous mes trous homards sans jamais sortir la tête de l'eau, quoi. Et en fait, en bas de chez moi, j'ai fait tellement de chasse que... je sais pas, j'arrivais à avoir peut-être une centaine de trous homards les uns à côté des autres, mais je pouvais en voir, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine à chaque sortie, et toujours en restant dans la limite du raisonnable, j'en ramenais 4-5 pour la famille, quoi. Des études de biologie marine, je savais même pas que ça existait en fait à l'époque. Et c'est vrai que j'ai engrangé cette expérience-là personnelle. Et quand je suis arrivé donc ici à l'Université de Bretagne occidentale et que j'ai vu qu'il y avait de la biologie marine, j'ai commencé à me dire c'est peut-être possible, mais toujours dans le sens où je voyais bien que personne ne faisait ça, donc peut-être que c'était assez compliqué. Mais du coup, à partir de ce moment-là, je savais toujours pas que j'allais pouvoir travailler sur le homard toujours. Et j'ai eu la chance de tomber sur Laurent Chauveau, donc mon directeur de thèse, qui commençait tout juste à se lancer dans les études sur les crustacés en acoustique. Et quand je lui ai offert des homards, il m'a dit t'as l'air d'être passionné par le homard, vu tout ce que tu pêches, je peux te faire un stage là-dessus, et après une thèse éventuellement, quoi, si ça marche. Et donc c'était une thèse sur les sons, l'étude des sons chez le homard, quoi. Et je m'y attendais tellement pas que c'était assez hallucinant. Même mes parents n'y croyaient pas, personne dans la famille n'y croyait, parce que ils ont toujours dit que ça n'existait pas, quoi. Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Je sais pas, c'était incroyable. Alors, est-ce que tu peux expliquer précisément le sujet de ta thèse ? L'intitulé officiel, c'est « Biophonie et comportement de la macrofaune benthique face à des stimuli acoustiques vers une approche individu-centrée de la notion d'écosystème ». Mais c'est pas très digeste comme intitulé. Et donc je l'ai un peu reformulé à ma façon. C'est un peu utiliser l'acoustique passive, donc l'étude des sons, pour étudier le comportement des grands crustacés en Bretagne. Donc en fait, on s'est aperçu sur des précédentes études que les crustacés semblent émettre pas mal de sons, plus qu'on ne le pensait. Et l'idée, c'était de savoir dans quel contexte ils émettent les sons, dans quel type de comportement. Et une fois qu'on a ces bases-là, essayer de voir si derrière on est capable d'utiliser ces sons dans le milieu marin pour les détecter, les suivre. Et il y a une autre vision qui est sur les études d'impact, où on essaye de comprendre quel est l'impact des sons d'origine humaine, comme les bruits de moteurs de bateau, sur ces espèces-là qui peuvent potentiellement utiliser les sons pour communiquer. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour enregistrer, écouter d'abord, et puis enregistrer les sons émis par le homard ? On utilise des microphones sous-marins, donc qui sont, ça s'appelle des hydrophones. C'est des microphones qui sont adaptés pour enregistrer les sons sous l'eau. Et en fait, l'idée c'était de commencer d'abord par isoler les espèces qu'on voulait étudier du milieu marin, parce que dans le milieu marin, vous mettez un hydrophone, vous avez plein de sons différents et vous savez pas qui émet les sons. Et donc on a monté une collaboration avec Oceanopolis, où ils nous prêtaient des aquariums où on pouvait mettre nos espèces, donc nos homards et nos langoustes. On pouvait les isoler et bien
déterminer quand est-ce qu'ils émettent des sons, avec quel type de comportement. En fait, c'est vrai que les aquariums, c'était vraiment l'idéal pour les observer, mais on s'est aperçu qu'au niveau des sons, à cause de la réverbération des aquariums, on avait des gros soucis au niveau de l'acoustique. Et donc cette année, en fait, on va essayer de reproduire ce qu'on a obtenu à Oceanopolis directement dans le milieu marin, pour voir si ça marche, si on retrouve la même chose. Et si rien qu'avec le son, on est capable de savoir qu'est-ce que le homard a fait à ce moment-là, quoi, par exemple. Et donc, on va pas aller directement dans le milieu marin, on va aller dans des cages où on va mettre nos individus et on va pouvoir toujours avoir un contrôle là-dessus pour les observer et pour les enregistrer. Est-ce qu'on peut écouter du coup le son du homard ? Peut-être que tu peux expliquer dans quel contexte il a été enregistré ? Quand le homard il est stressé, il va émettre ces sons-là. Et, donc quand je dis stressé, c'est attaqué par un prédateur, par exemple. Et donc nous, pour imiter le prédateur, on les maintenait juste par la carapace avec nos mains, pour imiter par exemple un poulpe qui va l'attraper. Et on a également fait d'autres expérimentations. On mettait des homards ensemble. Et on s'est aperçu qu'ils combattaient pour créer une relation de dominance entre les individus. Donc vous avez des dominants et des dominés. Et pendant ces comportements-là, très importants aussi, il y avait des sons qui étaient produits entre les homards. Et ces sons, en fait, ils sont créés par la vibration de leur carapace. Leur carapace va vibrer grâce à un muscle qui est situé à l'intérieur de leur carapace, à l'avant de la tête, à la base des antennes. Et c'est un muscle qui va se contracter très rapidement, faire vibrer la carapace, et c'est cette vibration qui va envoyer le son dans l'eau après. Ce bourdonnement, c'est un peu un son vraiment très basse fréquence, très tonal, un peu un bruit de gorge. Ouais, c'est ça, un bruit de gorge. Tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que ça demande un petit peu. Et c'est marrant parce que j'étais à des conférences à Montréal, à Victoria, etc., pour présenter nos études là, sur les sons des homards. Et j'ai fait parce que en fait, ça marche jamais quand on envoie des sons sur son PC pour les conférences. Et donc, je me suis forcé à les imiter moi-même pour être sûr que ça passe. Et c'est vrai que c'est marrant de voir toujours la face des gens quand ils regardent en face, parce que c'est des centaines de chercheurs à l'international qui viennent, et il y a forcément des dieux de l'acoustique, etc. Et c'est vrai que c'est assez marrant de leur faire ça. En fait, on sait déjà qu'ils utilisent les signaux chimiques et visuels pour communiquer entre individus, entre homards. Mais on commence à s'apercevoir qu'ils peuvent aussi potentiellement utiliser les sons pour communiquer. Là, dans l'étude qu'on est en train de publier, on a montré que quand les homards se rencontrent, donc ils vont émettre des sons entre dominants et dominés. Mais en fait, on ne peut toujours pas parler de communication parce qu'on ne sait pas quel est l'organe de réception du son chez le homard. On ne sait même pas s'ils sont capables de percevoir les sons. Parce qu'en fait, ils n'ont pas des oreilles comme les humains qui vont capter la pression du son. En fait, ils n'ont pas de capteur de pression, mais on pense qu'ils sont capables de détecter la vibration des particules d'eau qui est générée. Et en fait, ce sera le dernier volet de la thèse. En fait, je vais retourner à Woodsole l'année prochaine, où je vais collaborer avec un chercheur bioacousticien là-bas qui est spécialiste dans l'écoute des invertébrés marins. Et donc, on va essayer de voir si le homard est capable de percevoir les sons avec ses organes de réception. Et l'idée, c'est de voir si il est capable de percevoir les mêmes fréquences qu'il émet. Et donc là, on pourra vraiment commencer à parler d'une vraie communication entre individus chez cette espèce. Et éventuellement, après, on va essayer d'arriver vers ces espèces d'indicateurs écologiques qu'on cherche à créer en utilisant l'acoustique passive, qui est une technique d'étude totalement non invasive et non destructrice de l'environnement. Et l'idée, c'est plus tard, vous mettez un réseau d'hydrophones n'importe où et vous êtes capable de dire vous avez tant d'individus de telle espèce qui sont passés à tel moment et à tel endroit et qui faisaient tel comportement, par exemple. Et en fait, ce qu'on rêve de faire dans le labo à plus long terme, c'est, avec ce réseau d'hydrophones, être capable de percevoir des cassures dans l'enregistrement des sons
Et ces cassures pourraient nous révéler directement un potentiel impact sur l'écosystème, un problème de pollution par exemple, etc. Où vous avez des espèces clés qui émettent des sons comme le homard et la langouste et qui vont disparaître d'un écosystème d'un coup et qui vont arrêter d'émettre ces sons du coup. On essaye ce serait vraiment la suite logique de ce genre d'études. Du coup, la thèse porte aussi sur la langouste rouge, langouste de Bretagne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cet animal ? En fait, quand j'étais petit, c'était un mythe, parce que elle était tellement rare en Bretagne que moi, j'en voyais que très rarement dans les viviers des poissonniers. Et c'était en 2013 que j'ai aperçu ma première petite langouste juvénile au bord en baie de Perros-Guirec. Et plus les années ont passé et plus on apercevait de plus en plus de juvéniles de langoustes. Et c'était assez extraordinaire parce que on est passé d'une période où elle avait été complètement décimée par la surpêche dans les années 60 à maintenant où les adultes restent toujours rares, mais on a un accroissement des juvéniles qui est assez exceptionnel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour les sons de la langouste, on connaît énormément de choses sur les espèces tropicales, mais on connaît rien sur notre langouste bretonne. Et donc l'idée, en fait, c'était de profiter de cette recrudescence de juvéniles au bord pour les étudier et essayer d'apporter un peu de science et de côté de l'écologie de cette espèce, quoi, pour essayer de vraiment comprendre comment est-ce qu'elle vit dans son milieu marin, parce qu'en fait, on n'y connaît rien, quoi. Celle-là, je l'ai enregistrée dans mes tombants que j'ai, des tombants de rochers dans la côte de Granit Rose à Perros-Guirec. Là, je commence un peu à balancer sur la langouste en ce moment parce que on s'aperçoit que quand on fait quelquefois des plongées là, en sortie de rade, vous pouvez voir 30 ou 40 individus les uns à côté des autres en groupe. Et c'est vraiment des images vraiment magnifiques où on voit que c'est vraiment un individu une espèce qui a besoin d'être en groupe. C'est un comportement très social. Et par exemple, il y a des études chez les espèces tropicales qui ont montré que les juvéniles ont besoin de former des groupes pour se protéger des prédateurs notamment. Et en fait, ils sont capables de se reconnaître avec les signaux chimiques. Donc en fait, vous avez un juvénile qui est un peu solitaire à l'extérieur du groupe, qui va être attiré par les signaux chimiques. Et donc en fait, plus le groupe va être important, plus il va diffuser de signaux chimiques et plus il va attirer d'autres individus. C'est pour ça que dans d'autres pays tropicaux comme en Floride, vous avez des densités gigantesques de langoustes aux mêmes endroits. Et c'est vrai que c'est vraiment marrant de voir des comportements aussi différents entre ces deux espèces. Quel mystère ont encore le homard et la langouste pour toi ? Il y en a quand même encore énormément, parce qu'en fait, tout ce que là on est en train de faire, les études de comportement avec les sons, on est capable de bien les observer en aquarium, mais vous allez ici en rade de Brest, en pleine tempête en hiver, où vous avez 20 cm de visibilité, vous savez pas ce que font les individus sous l'eau à ce moment-là. Et par exemple la nuit également, on sait que c'est des espèces qui sont nocturnes et qui vont potentiellement bouger la nuit, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font, où ils vont, est-ce qu'ils se déplacent énormément, est-ce qu'ils produisent du son à certains endroits, à certains moments. Enfin, en fait, plus on avance dans nos recherches et plus on ouvre plein de portes pour continuer à les étudier et découvrir encore de nouvelles choses, quoi. Mais là, ce qui va vraiment être important, c'est d'arriver vers ces études dans le milieu marin pour commencer vraiment à suivre les langoustes et les homards dans leur milieu naturel, pour observer leur comportement naturel et les différences entre le jour et la nuit, etc. Ce genre de choses. J'espère vraiment pouvoir continuer à les étudier. Et je commence déjà à réfléchir parce que forcément, si on est capable d'enregistrer des sons d'un homard ou d'une langouste en Bretagne, on est capable d'enregistrer les sons chez d'autres espèces dans le monde. Et donc c'est potentiellement aller dans d'autres pays, étudier de nouvelles espèces
et essayer d'engranger une certaine expérience là-dessus pour revenir en Bretagne ensuite, forcément. Mais tu sais toujours pas pourquoi les homards, quoi.